Salut YouTube, et aujourd'hui on se retrouve dans le nouveau décor, comme je vous l'avais annoncé précédemment, j'espère qu'il vous plaira, pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter toutes les galères par lesquelles je suis passé lors de mon stage en Chine, à Shanghai, quand j'avais 20 ans et que j'étais seul à l'autre bout du monde. Donc vous imaginez bien que je les ai absolument toutes cumulées. Ça va de la malchance de débutant jusqu'au bon vieux piège à touristes, inévitable. Donc bref, sans plus tarder, c'est parti. Mais avant de commencer à vous raconter ces anecdotes et ces galères, sachez que je peux vous faire exactement le même épisode, mais cette fois-ci en Afrique du Sud, parce que j'ai aussi vécu pendant 2 mois en Afrique du Sud, à Cape Town, pendant que je faisais une mission humanitaire. J'ai pas mal de choses assez croustillantes à vous raconter là aussi, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, tant qu'on y est, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Voilà, l'instant promo est fait et sans plus tarder, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc je me suis fait une petite liste pour être sûr de rien oublier parmi toutes ces anecdotes. Et il me semblait intéressant de commencer par le contexte. Ce sera le fil rouge de toutes ces anecdotes. Et comme ça, vous ne serez pas perdu quand je raconte une des galères parmi les autres. Donc, pour le contexte, à l'époque, j'avais 20 ans, c'était ma 2e année d'études supérieures et on devait faire un stage à l'étranger. Moi, je cherchais en Chine, puisque j'apprenais le chinois. C'était une culture qui m'intéressait et j'avais vraiment soif d'aventure, j'avais envie d'être déboussolé. Croyez-moi, je vais être servi. Mais j'avais envie de voyage, j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Et la Chine, pour moi, c'est un pays qui m'a toujours attiré. Donc je voulais tenter le grand saut. Donc 20 ans, seul au bout du monde, et le stage devait durer 4 mois. Avril, mai, juin, juillet 2017, si mes souvenirs sont bons. Ce stage, comment je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé sur un forum en ligne, bonjourchine.com je crois. Une description assez simple et j'ai vu que c'était quand même assez stylé, on va pas se mentir. C'était mis stage en recrutement. Moi j'avais 20 ans, je me suis dit à 20 ans, je vais faire du recrutement. Ça fait assez badass, on va pas se mentir. Donc j'ai tenté l'expérience, entretien s'en est suivi, etc. Ça l'a fait et me voilà parti pour ce fameux stage rempli de galères. Voilà pour le contexte. Avant de rentrer précisément sur toutes les galères, parce que vous allez voir que la plupart peuvent quand même être évitées, heureusement, même si c'est ce qui fait le charme après tout du voyage après coup, je vais vous donner quand même 3 tips qui me semblent importants, qui vont vous permettre d'éviter la plupart des galères que moi j'ai vécues tout simplement. Et à l'avenir, si je devais recommencer, je pense que je commencerais bien par m'assurer que tout ça est bon. Premier tips, assurez-vous d'avoir un budget mis de côté parce que voilà, un voyage de longue durée comme ça, entre le coût de la vie sur place, le logement, votre visa, les billets d'avion, etc. Bref, ça fait une sacrée dépense. Donc un voyage de longue durée comme ça se prépare. Et là, premier point, je l'avais bien respecté puisque j'avais travaillé pendant 1 an en job étudiant. Donc ça m'avait permis d'économiser suffisamment pour me faire une petite cagnotte de départ et de ne pas être trop stressé pour la question budget. Deuxième point, le visa. Prenez-y-vous à l'avance et suffisamment à l'avance parce que certaines fois, c'est très très long les procédures pour obtenir un visa. Des fois, ça se fait pas en 15 jours. Ça peut être beaucoup plus long. Je pense aussi au Canada notamment qui est réputé pour être très long si je me trompe pas pour obtenir un visa. En Chine c'était pas trop compliqué, je crois que j'étais considéré comme jeune travailleur si je dis pas de bêtises. Maintenant renseignez-vous évidemment puisque ça date un petit peu. Donc là aussi visa, check, c'était bon. Et enfin, pour le logement sur place, et ça, on va pas se mentir, c'était ma première bêtise. Assurez-vous en fait, avant de partir, d'avoir un plan logement. Voilà, ça paraît très bateau, mais moi, on m'avait dit personnellement qu'en Chine, c'était plus simple de trouver sur place. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je m'étais pris 3 nuits d'hôtel, et puis je m'étais dit, bon, j'applique les conseils qu'on m'a donnés, et je trouverai une fois arrivé sur place, puisque de toute façon, c'est compliqué de voir à l'avance, vous connaissez pas le quartier, la zone, etc. Vous savez pas si ça vous arrange, vous savez pas comment réserver, est-ce que c'est une arnaque, etc. Ça va vous éviter bon nombre de galères par la suite. Voilà, petit contexte, 3 tips, et maintenant c'est parti pour les galères. Donc les problèmes ne se sont pas fait attendre dans mon cas puisque dès mon arrivée sur le sol chinois, j'ai eu 5 galères majeures. À commencer par mon VPN. J'imagine que vous savez quasiment tous ce qu'est un VPN puisque NordVPN sponsorise la plupart des vidéos sur YouTube. Un VPN c'est quoi? C'est ce qui vous permet de vous connecter à internet depuis un autre pays, disons. Donc par exemple, si vous voulez accéder au catalogue Netflix japonais, vous utilisez un VPN, vous faites croire que vous vous connectez depuis le Japon, c'est un peu le principe, et vous allez avoir accès au catalogue. C'est notamment très pratique en Chine puisque ça permet de contourner la censure locale. Tous les réseaux type, à l'époque c'était beaucoup Facebook, Messenger, Instagram, tout ça, Google même, vous oubliez, c'est censuré en Chine. Donc pour contourner cette restriction,
il faut passer par un VPN. Donc moi je télécharge NordVPN, tout se passe très bien, je teste avant, ça marche, j'arrive en Chine, je veux dire à mes parents que je suis bien arrivé, et avant d'acheter une carte SIM locale pour avoir du data, je me dis parfait, je me connecte avec mon VPN, et puis je vais pouvoir faire un petit message pour dire bien arrivé, histoire de rassurer un peu tout le monde. Mon VPN en a décidé autrement. Il n'a pas marché. Me demandez pas pourquoi, mais mon VPN n'a absolument pas marché. C'était la grosse panique et j'ai passé les 2 premiers jours à essayer de télécharger des VPN gratuits juste pour informer que j'étais bien arrivé, que tout allait bien. Donc rien que pour communiquer avec ma famille, c'était la galère. Donc bref, dans le bain dès le début. Évidemment, le téléphone aurait pu me dépanner. Donc qu'est-ce que je fais? Je pense à acheter un numéro sur place, une carte SIM pour avoir du data et internet. Problème, mon téléphone est SIM bloqué, donc il peut accepter qu'une seule carte SIM, celle qui était dans mon téléphone à l'époque, parce que je crois que ça faisait pas suffisamment longtemps que j'avais mon téléphone, et je ne sais pas pourquoi j'avais cette restriction dans mon téléphone, j'étais absolument pas au courant que ça se faisait, donc je pouvais pas changer de carte SIM, donc j'étais obligé de rester avec ma carte SIM française. Je me retrouve dans l'incapacité d'avoir un GPS local, la 4G, etc. Donc trouver des points Wi-Fi va devenir mon quotidien. Et c'était un enfer. Tout simplement parce que vous arrivez dans un pays que vous connaissez pas, une ville que vous connaissez pas, et vous allez devoir vous repérer avec des plans à vide téléchargés, vous savez, qui évoluent pas avec le temps. Vous n'allez pas pouvoir calculer d'itinéraire, etc. Vous avez juste un peu comme une nouvelle carte de la ville, mais sur téléphone. J'ai fait 3 mois à bidouiller, à demander mon chemin, et vous allez voir qu'au final, je connais Shanghai comme ma poche. Seul petit avantage dans tout ça. La 3e galère, le logement, comme j'ai pu vous le faire sentir. On m'avait raconté effectivement que c'était préférable d'attendre l'arrivée sur place en Chine, puisque c'est comme ça que les visites se faisaient, ça allait beaucoup plus vite, il y avait beaucoup d'offres, vous avez aucun mal à trouver un logement, et donc c'est comme ça que tout se faisait. Problème, j'arrive donc en Chine, je n'ai absolument pas de logement, j'ai 3 nuits d'hôtel pour trouver un logement. Mais comment voulez-vous trouver un logement quand votre VPN ne vous autorise pas à aller sur les réseaux? Ça pose problème. Et alors là, je me souviens, coup de bol, je suis dans un hôtel au bout de 2 nuits. Je vois un Espagnol dans l'ascenseur avec un VPN sur son téléphone. Je lui demande tout de suite quel VPN c'est et est-ce que c'est possible de le télécharger. Il me dit c'est un VPN gratuit, tu peux le télécharger, ça va marcher normalement. Je télécharge, je vais à l'accueil parce que j'avais pas la Wi-Fi dans ma chambre. Je télécharge le VPN, ça marche, donc je peux prévenir, etc. Je mets un message dans les groupes Facebook auquel je m'étais inscrit auparavant et je mets que je cherche activement une chambre en colocation. Je prends tous les plans, c'est urgent parce que je voulais pas non plus payer X nuits d'hôtel. C'est vrai que pour le coup ça va très vite, donc 20 minutes plus tard j'avais déjà 3 réponses. Et le soir même, j'ai visité et la première visite que j'ai fait, j'ai posé bagages. Donc le lendemain, j'étais installé, tout allait pour le mieux, mais c'est très stressant. Et si vous pouvez éviter cette galère tout simplement en prenant un plan logement en avance, croyez-moi, ça vous rassurera par rapport à ce que moi j'ai pu connaître. 4e, on est le soir de l'arrivée, je suis à l'hôtel et je me dis, j'ai une petite faim quand même, donc je mangerai bien. Et je crois que j'ai eu la bonne idée de garder 2 cartes bancaires, dont une qui était démagnétisée et ma nouvelle carte bancaire. Au moment d'utiliser ma carte bancaire, je ne sais plus pourquoi dans mon portefeuille, je pense que c'est l'explication que j'en ai a posteriori, j'avais dû mettre ma carte démagnétisée, ce qui faisait que je ne pouvais absolument pas payer avec la carte bancaire. Donc je suis allé au McDo, je m'en souviens bien, et impossible de commander. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ce pays? Bon sang, les dieux sont contre moi, ça va pas le faire. Bon, au final, c'est juste moi qui suis un peu pas doué, mais voilà, si vous avez 2 cartes bancaires, je vous le dis tout de suite, faites le tri, ayez une carte bancaire qui marche et avec l'option internationale. Ça vous simplifiera la vie par la suite, vous allez le voir. Et enfin, la 5e galère qui est un peu inévitable, la langue locale et la maîtrise de l'anglais, puisque les Chinois parlent très peu anglais. Sachez-le à l'avance si vous partez en Chine pour une longue durée. Ayez quelques notions de mandarin, ça peut vous dépanner, même si c'est un peu l'exercice du téléphone arabe, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. J'avais 3 années de lycée à raison d'1h30 par semaine de chinois. Quelques petites notions pour vraiment dire, moi, vouloir manger banane. C'est tout. Et bon, ça dépanne, mais c'est vrai que la langue locale et la maîtrise de l'anglais des locaux peut parfois pêcher. Maintenant, je vais passer tout de suite aux galères liées au stage à proprement parler. Et là, je me suis mis bienvenue dans le monde des stagiaires. Première galère, pour recevoir mon salaire, il fallait que j'ouvre un compte en banque.
Alors, bon courage, je vous souhaite bon courage si vous-même vous êtes passé par là, enfin si vous allez passer par là, même si avec la situation actuelle ça semble compliqué, mais toujours est-il que si un jour dans votre vie vous ouvrez un compte en Chine, vous avez tout mon respect, parce que c'est une galère, mais sans nom. Déjà, si vous n'êtes pas accompagné pour vous faire traduire, bon courage pour comprendre, parce que alors là, les banquiers ne parlent pas un mot d'anglais. Pourtant, je suis allé chez HSBC, donc c'était une banque plutôt internationale. J'ai eu un conseiller en tout et pour tout qui parlait anglais. J'ai passé 1 heure à la banque dans la file d'attente. Ça prenait beaucoup de temps. Et donc, c'est du temps que vous êtes obligé de prendre sur votre temps de travail, puisque les banques sont fermées en dehors de ça. Donc, je demande gentiment à prendre ma première heure, pendant ma première semaine, pardon. Donc, je me retrouve à la banque, à la première heure. Je me dis, il n'y aura pas grand monde. Allez, c'est parti. C'est maintenant que tu ouvres ton compte en banque. Comme ça, après, tu auras ton salaire. Et ce sera bon. Je prends le ticket 48A, comme je vous le dis. Je vois qu'on est au 25. 25A, 25B, 26A, 26B, 27, etc., etc. Je me dis, c'est mort, j'ai pas le temps. Je remets ça à dans plusieurs jours ou alors au lendemain dès que je peux. Mais là, aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Et vous voulez aussi faire bonne impression quand vous intégrez tout juste une entreprise. Le lendemain, mettons que je prenne le ticket 32. Là, je vois 28. Je me dis, parfait. Normalement, ça va le faire. Je suis dans les clous. Je vois 28A, 28B, 29A, 29B, 30A, 30B, 31A, 31B. Et donc mon ticket qui était le 32A, allez savoir pourquoi, ben il a sauté. Donc c'est passé gentiment au 32B, 33A, 33B, 34A. Je vais voir le guichet, je dis, il y a un problème. Pourquoi vous m'avez sauté? Bah non, il y a dû avoir un problème, on ne sait pas pourquoi, reprenez un ticket. Bref, c'était une horreur, un enfer. Et au final, après 3 rendez-vous, j'ai réussi à ouvrir ce fameux compte en banque. Mais accrochez-vous bien, ça va vous prendre du temps. Deuxième galère, je me suis noté, le recrutement, c'est pas badass. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, faire du recrutement, c'est pas des calls à droite à gauche, des petits voyages. Non, 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 non. Là, c'était vraiment recruter des ingénieurs dans le secteur de l'automobile en Chine. On m'avait dit des ingénieurs internationaux. Et au final, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'était des ingénieurs chinois qui ne parlaient pour la plupart pas anglais. Comment pouvez-vous recruter des ingénieurs en automobile dans une langue que vous ne maîtrisez absolument pas? Donc le recrutement, c'est définitivement pas badass, c'est pas du tout ce qu'on peut penser. Moi, je me voyais déjà à 20 ans faire du recrutement en Chine, à Shanghai. Bon, je vous avoue quand même, c'est stylé sur le CV, mais dans les faits, vous êtes 9h-18h sur LinkedIn toute la journée, vous bombardez, et vous savez les commerciaux qui vous démarchent pour des pubs ou vous vendre des produits qui vous intéressent absolument pas, bah là c'est exactement la même idée. Au lieu de vous vendre une pub, bah, je vais vous vendre un poste qui vous correspond soi-disant miraculeusement parce que j'ai vu votre profil et je suis sûr que vous feriez un parfait candidat. En échange de quoi on vous payerait bien sûr une misère, mais ça je vous le cache. Donc oui, il y avait un vrai problème moral, je dirais, lié à ce stage. Mon quotidien, ça me plaisait pas du tout. J'attendais qu'une chose, c'était de partir du stage. Gros échec sur l'aspect recrutement. Vous faites pas avoir sur les job positions ou les offres de stage. Lisez bien à quoi ça vous engage, parce que moi pendant mon entretien on m'a un peu vendu du rêve autour de ça et j'étais déjà suffisamment content d'avoir trouvé un stage en Chine pour remettre tout en cause, mais avec le recul faites bien attention à ce dans quoi vous vous engagez. Et enfin, troisième galère liée au stage, la paye du stagiaire qui se fait exploiter. Donc dans mon cas c'était, tenez-vous bien, 250 € par mois fixe et 250 autres euros sur atteinte des objectifs. Et là vous sentez la petite douille arrivée, bah, les objectifs c'est ma manager qui la fixe, et alors là, bon courage pour les atteindre, parce que moi personnellement j'ai un peu l'impression qu'on m'a demandé de décrocher la lune. Attention aux petites arnaques comme ça sur paye sur objectif, à moins d'avoir un manager parfaitement honnête, et dans ce cas là c'est tout à leur honneur. Donc voilà, soyez bien vigilants encore une fois, et méfiez-vous des offres qui peuvent vous paraître trop alléchantes, puisque vous pourriez éventuellement être déçus par la suite. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des galères directement liées à la vie de stagiaire en Chine. Mais malheureusement pour moi, tout ça, ça exclut ce qui se passe en dehors de la vie en entreprise en Chine. Et là aussi, j'ai eu 2-3 petites surprises et je vais tout de suite vous les partager. Je crois que je vais me faire un petit top 3 et je vous garde d'ores et déjà la troisième pour la fin, puisque celle-là pour moi elle est phénoménale. Le piège à touristes, mais de base, je me le suis mangé vraiment tête baissée. Si je peux vous éviter de l'avoir, bah, croyez-moi, j'en serais ravi et je suis toujours aussi content 3-4 ans après, plus,
de raconter cette anecdote-là. Allez, en top 3, sur le podium des galères que j'ai pu avoir en Chine, je pense que je vais mettre mon adaptation au climat en Chine. C'était vraiment un désastre pour moi, puisque j'étais pas au courant qu'en Chine, en été, il fait 40 degrés avec 90% d'humidité. C'est n'importe quoi là-bas. C'est vraiment un délire. Concrètement, vous prenez une douche le matin, 2 minutes plus tard en sortant, vous êtes bon pour reprendre une douche. C'est vraiment harassant, c'est quelque chose auquel il faut se préparer. Et ça d'ailleurs, ça peut vraiment vous gâcher votre expérience de stage. Surtout si votre stage se passe mal, vous avez rien pour vous consoler. En sortant par exemple, vous pouvez pas vous dire « Oh chouette, au moins il fait 40 degrés avec 90% d'humidité ». Voilà, ça je dirais que c'est mon top 3. En top 2, sur la deuxième marche des galères les plus difficiles que j'ai pu avoir en Chine, alors j'en ai déjà parlé, mais là il faut que je vous parle du fait que effectivement j'avais donc pas de téléphone et pas de GPS, pas de data pour me repérer. Et alors dans les premiers jours, je me balade pour justement mieux repérer. Évidemment, je me perds. Et alors, pour retrouver mon chemin et demander où se situe ça, c'était une horreur. J'ai fait concrètement tous les Starbucks du coin. Pas un Chinois foutu capable de me répondre en anglais. Donc, je l'ai fait en balbutiant quelques mots de chinois. Droite, gauche, tourner, pas tourner. J'étais ridicule. Et c'était vraiment une galère sans nom. Au final, j'ai réussi, sinon je serais pas là aujourd'hui. Mais c'est toujours bien d'ailleurs. Moi, c'est la première des choses que je fais en explorant un pays, c'est de partir à pied pour se repérer, comprendre un peu la géographie, l'espace sur place et où sont les lieux importants pour vous. Et ça, moi, c'est quelque chose que je fais peu importe où je vais en voyage. Là aussi, je pourrais vous dire une petite anecdote à ce sujet en Afrique du Sud. Et enfin, première anecdote, alors là, le top du piège à touristes. Je me suis fait arnaquer 60 € pour boire du thé. Alors que je suis même pas un buveur de thé. C'est quand même ça l'ironie du sort. Je suis en balade dans un parc à Shanghai. Un très beau parc qui est à l'intersection d'immeubles très modernes et puis à l'inverse un temple chinois donc très ancien, très joli, etc. Je me balade dans le parc. Là, j'ai le look du touriste de base. Sac à dos, les lunettes de soleil, le regard vers le haut qui cherche un petit peu à découvrir. Donc bref, il y a vraiment écrit pigeon. Je me méfie pas, en plus j'ai 20 ans, je suis assez naïf. Moi, je suis content un peu de découvrir ce parc. Je me balade et en arrivant dans le parc, il y a un couple qui me demande de les prendre en photo et ils parlent super bien anglais. Pour des Chinois, je me dis, c'est pas tous les jours quoi. J'étais tout content de parler à quelqu'un qui parlait en anglais et en plus il engage la discussion. Tu viens d'où? France? Mais c'est génial, moi je connais un petit peu, blablabla. Mais écoute, ça te dit, moi je connais bien le parc, est-ce que tu veux qu'on visite ensemble le parc? Avec plaisir. Je vois qu'on traverse bien le parc, on échange, blablabla, et je vois que progressivement, on sort du parc quand même. Et en Chine, les contrastes sont très forts, très marqués. Et là, je vois qu'à côté du parc, c'est pas le même type de maison. On commence à être dans des ruelles, des petites maisons insalubres. Je me dis, c'est moyen quand même comme quartier, quand même que je fasse un peu attention. Je sais pas pourquoi, j'ai un élan qui me dit que mon flair qui se réveille, et je me dis, fais quand même attention. Puis là, il me dit, si tu veux, moi, dans le quartier, j'ai un bon copain qui fait des cérémonies du thé, c'est quelque chose de typique, ce serait bête de partir de Shanghai et de Chine plus largement, sans boire du thé, du bon thé de Chine, avec tout le rituel qui se fait pour servir le thé, etc. Faut que tu en profites, c'est une bonne affaire. Ok ? Pourquoi pas? Je suis pas buveur de thé. Il se trouve que maintenant ma copine m'a mis au thé un petit peu, mais à ce moment-là je buvais absolument pas de thé. Je me dis pourquoi pas? On y va. Et alors là je me retrouve dans une fausse cérémonie du thé évidemment, avec quelqu'un qui visiblement se foutait de ma gueule. Mais on sait que des fois les cultures etc. vous réservent de belles surprises. Donc je m'assois, on me fait boire 6 sortes de thé, et moi très naïvement je bois tout ce qu'on me donne. Et en plus pendant cette cérémonie, la maîtresse de cérémonie du thé me fait faire des trucs qui ont aucun sens. Donc je dois tourner la pierre et la tasse. Il y avait une pierre que je devais gratter dans le sens des aiguilles d'une montre 3 fois, puis retourner la tasse, retourner 3 fois, retourner la tasse, regarder en l'air. Limite, elle me prenait pour un abruti. Elle a dû se faire plaisir parce que j'ai tout fait au pied de la lettre. Donc ils ont dû vraiment se fendre la gueule en me regardant. Et à la fin de la cérémonie, j'apprends le prix. Mon nouvel ami me dit, voilà, c'est 60 € pour la cérémonie que tu viens de vivre. Bon prix quand même, t'es chanceux. Puis tu peux même repartir avec un petit échantillon de thé comme ça. Là. Et je me dis, mais c'est hors de prix ton truc. C'est hors de prix. Et j'accepte quand même de payer, puisque je me vois pas faire autrement que de négocier ou que de partir en courant. Et en fait, j'ai appris
en rentrant que ce piège à touristes pouvait mener à des sacrés dangers à base de, évidemment on te drogue dans ce que tu bois, ou alors on te demande 1000 € pour 2 bières, et si tu ne payes pas, comme t'es dans des petites ruelles isolées, eh ben on te tabasse. Après coup je me suis dit mais t'es complètement bête quoi, le piège à touristes de base. Et alors ce qui est drôle c'est que, en tout cas à l'époque quand je tapais piège à touristes Chine, c'était le premier piège qui tombait, c'est vraiment le premier truc auquel vous pouvez vous renseigner facilement et sur lequel vous pouvez être sûr que vous allez être testé en tant que bon vieux touriste comme moi. Voilà, bon j'espère que cette vidéo qui change complètement du cadre de ce que je peux vous proposer habituellement, que ce soit des débats liés à l'orientation scolaire ou bien les avancées de ma thèse, de mon doctorat en sciences de gestion. Si vous êtes intéressé d'ailleurs pour suivre cette série liée à l'évolution de mon doctorat et suivre tout le quotidien d'un doctorant, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche encore une fois. Je vais vous mettre en haut un épisode des bilans de thèse, comme ça vous donnera un petit aperçu de la série. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois si vous voulez un épisode sur l'Afrique du Sud. Je pourrais peut-être même réfléchir à d'autres épisodes puisque j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager pendant mes études. Moi, je vais vous laisser sur cette conclusion et en attendant pour moi, y'a plus qu'à.